Dans le silence d'un hiver belge, le 17 décembre 1944, l'arme blindée la plus puissante de la Seconde Guerre mondiale s'immobilisa. Le char Tigre II, une bête de 70 tonnes d'acier et de puissance de feu, était silencieux dans la pénombre de l'aube. Son commandant, le colonel SS, décoré Joachim Peiper, frappa du poing contre la tourelle froide. Le moteur avait toussé, craché et était mort. Tout autour de lui, s'étirant sur des kilomètres dans la brumeuse forêt des Ardennes, tout son groupe de combat, le groupe de combat Peiper, était paralysé. 67 chars, des centaines de véhicules blindés et près de 5000 des soldats d'élite les plus aguerris d'Allemagne étaient immobiles, transformés d'une terrifiante pointe de lance blindée en un embouteillage gelé et impuissant. Ils étaient à la pointe de la lance pour le dernier grand pari d'Hitler à l'ouest, la bataille des Ardennes. Ils étaient censés percer les lignes américaines, foncer vers la Meuse et changer tout le cours de la guerre. Mais maintenant, ils étaient cloués sur place. Qu'est-ce qui pouvait arrêter une telle force ? Quelle arme les Américains avaient-ils déployée pour neutraliser si complètement l'élite allemande ? La réponse était à la fois absurdement simple et profondément terrifiante. Les jauges de carburant indiquaient toutes vides. Ce n'était pas qu'un simple hoquet logistique. C'était le symptôme d'une maladie terminale qui avait infecté toute la machine de guerre allemande. Peiper savait que le plan était désespéré dès le départ. Ses ordres n'étaient pas seulement de combattre, mais de chasser. Toute l'offensive était conçue autour d'une stratégie de profonde faiblesse. Il devait capturer du carburant américain pour survivre. L'Allemagne, la nation qui avait perfectionné le Blitzkrieg, l'assaut mécanisé rapide comme l'éclair, ne pouvait plus alimenter ses propres machines. Le plan était littéralement de fonctionner avec l'essence de l'ennemi, tandis que ses hommes tremblaient dans leurs véhicules immobilisés. Peiper scrutait à travers la brume le petit village de Hounsfeld. C'était un dépôt de ravitaillement américain, abandonné à la hâte. Les soldats américains avaient fui si rapidement qu'ils avaient laissé du café encore chaud et des feux encore brûlants. Et là, alignés comme un cadeau du ciel, se trouvaient des rangées et des rangées de jerrycans américains. Des milliers d'entre eux, c'était un miracle. Un officier subalterne en ouvrit un et renifla, de l'essence à indice d'octane élevé. Le soulagement fut électrique. Ces hommes se précipitèrent hors de leur véhicule, commençant frénétiquement le travail de ravitaillement. Peiper traversa l'énorme stock, faisant les calculs dans sa tête. 50 000 gallons. C'était une quantité stupéfiante. Assez pour remplir chaque char, chaque semi-chenillé, chaque véhicule de toute sa formation. Assez de carburant pour les amener à la Meuse et peut-être au-delà. À ce moment-là, cela semblait être le salut. L'offensive était relancée. La guerre était encore gagnable. Mais alors qu'il se tenait au milieu de cette incroyable aubaine, regardant ses soldats d'élite SS verser du carburant américain dans les moteurs des panzers allemands, une froide et écrasante réalisation commença à se faire jour en lui. Une question qui allait défaire tout ce qu'il pensait savoir sur la guerre. Pourquoi les Américains laisseraient-ils simplement cela ici ? S'ils pouvaient se permettre d'abandonner ce qui était pour l'Allemagne un trésor décisif pour la guerre, alors qu'est-ce que cela disait de l'ennemi qu'ils combattaient ? Ce n'était pas un miracle. C'était une condamnation à mort. Pour comprendre le choc profond que Peiper ressentit, il faut comprendre l'état de l'Allemagne fin 1944. Le Troisième Reich fonctionnait sur les vapeurs, littéralement. Pendant des mois, les bombardiers alliés avaient systématiquement effacé la capacité de l'Allemagne à produire du carburant. Les vastes usines de Leuna, le cœur de la production de carburant synthétique de l'Allemagne, avaient vu leur production réduite de plus de 95%. Les raffineries de Pölitz, Brux et Bohlen étaient là des villes fantômes fonctionnant à moins de 10% de leur capacité. Albert Speer, ministre de l'armement d'Hitler, avait présenté au Führer des rapports montrant en chiffres froids et durs que l'Allemagne ne pouvait plus mener une guerre mobile. La Luftwaffe clouait au sol ses chasseurs les plus avancés, non par manque de pilotes, mais par manque de carburant d'aviation. La formation des pilotes avait été réduite de centaines d'heures de vol à seulement 60. La puissante marine allemande, la Kriegsmarine, était une flotte fantôme, ses cuirassés et croiseurs rouillant au port, incapables de naviguer. Sur le front intérieur, la circulation civile avait été interdite depuis des années. L'essence était une substance plus précieuse que l'or, et la Gestapo lançait des enquêtes à grande échelle sur le vol au marché noir d'1 seul litre. La nation qui avait autrefois conquis un continent revenait aux charrettes tirées par des chevaux. Maintenant, comparez cela avec les États-Unis. En 1944,
l'Amérique n'avait pas seulement une industrie pétrolière. Elle était l'industrie pétrolière. Les États-Unis produisaient un stupéfiant 1,8 milliard de barils de pétrole brut cette année-là. L'Allemagne, même en comptant toutes ses usines synthétiques et les champs pétrolifères roumains capturés, produisait seulement 33 millions de barils. C'est moins de 2% de la production américaine. Le champ pétrolifère du Texas oriental à lui seul produisait plus de pétrole que toute l'Europe occupée par l'Axe réuni. Ce n'était pas un écart. C'était un gouffre. Tandis que les logisticiens allemands rationnaient le carburant au litre, les Américains faisaient face à un problème d'abondance si massive qu'ils devaient inventer de nouvelles façons de tout déplacer. Ils construisirent un système appelé le Red Ball Express, une flotte de près de 6000 camions fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur des autoroutes dédiées à sens unique à travers la France, livrant plus de 12 500 tonnes de fournitures au front chaque jour. Le carburant consommé par les seuls camions du Red Ball Express était supérieur à ce qu'un groupe d'armées allemand entier recevait en un mois. Mais même cela n'était pas suffisant. Alors ils réalisèrent un miracle d'ingénierie appelé Opération Pluto, pipeline sous l'océan. Ils posèrent des pipelines flexibles au fond de la Manche, pompant plus d'1 million de gallons de carburant directement de la Grande-Bretagne vers la France chaque jour. De là, un vaste réseau de tuyaux s'étendait vers l'intérieur des terres, un système circulatoire pompant le sang vital de la guerre directement vers les lignes de front. En décembre 1944, les forces américaines en Europe consommaient 1 200 000 gallons de carburant par jour et leur réseau logistique en livrait 1 400 000. Ils menaient une bataille massive de haute intensité et ajoutaient encore 200 000 gallons à leurs réserves stratégiques chaque jour. C'était le contexte que Joachim Peiper commençait à comprendre alors que ses hommes se ravitaillaient à Hounsfeld. Sa découverte miraculeuse de 50 000 gallons représentait moins de 5% de ce que les Américains pompaient à travers la Manche chaque jour. C'était une erreur d'arrondi. Pendant que ces hommes travaillaient, les preuves de cette réalité terrifiante s'accumulaient. L'un de ces sergents, qui pouvait lire l'anglais, trouva le manifeste d'expédition dans le bureau du dépôt abandonné. Il les apporta à Peiper. Les documents détaillaient le voyage de cette essence d'une raffinerie au Texas à un port de New York, à travers l'Atlantique jusqu'à Liverpool, à travers la Manche jusqu'en Normandie, puis transportée par camion sur 400 miles jusqu'à ce minuscule dépôt en Belgique. Le voyage entier de plus de 6000 miles avait pris moins de 6 semaines. Peiper lut les documents, les froissa dans son poing et ne dit rien. Son visage, selon le sergent, devint pâle. Puis un autre soldat trouva une pile du journal militaire américain, Stars and Stripes. Les journaux étaient datés du 15 décembre, vieux de seulement 2 jours. Le titre célébrait l'ouverture d'un tout nouveau pipeline de Cherbourg à Verdun, un pipeline capable de livrer 300 000 gallons de carburant par jour. Un seul pipeline secondaire livrait 6 fois plus de carburant chaque jour que la quantité que Peiper venait de capturer et croyait être son salut. Le sentiment de victoire s'évapora, remplacé par une terreur froide. Il ne combattait pas une autre armée. Il combattait une planète industrielle. Avec ses chars remplis d'essence américaine, le groupe de combat de Peiper rugit de nouveau à la vie et surgit en avant. Ils étaient de retour dans les délais, une pointe de lance létale une fois de plus. Ils défoncèrent le village de Bullingen, capturant plus de fournitures américaines, de la nourriture, des munitions, et plus important encore, des cartes. Mais les cartes ne firent qu'approfondir l'horreur. Elles montraient l'emplacement d'autres dépôts de carburant américains dans la région. Et ils étaient partout. Chaque carrefour majeur, chaque petite ville semblait avoir son propre stock massif de carburant. La première armée américaine à elle seule avait plus de 3 500 000 gallons dans des dépôts de réserve juste derrière les lignes de front. Peiper continua, ses forces devenant plus désespérées et brutales, commettant le tristement célèbre massacre de Malmedy, où ils assassinèrent 84 prisonniers de guerre américains désarmés. Même cette atrocité était née de la panique logistique. Peiper prétendrait plus tard qu'il ne pouvait pas se permettre le carburant pour transporter les prisonniers vers l'arrière. Dans la soirée du 17 décembre, son avant-garde atteignit la ville de Stavelot, et là ils le virent, le prix ultime, le plus grand dépôt de carburant américain de tout le secteur. Il contenait plus de 2 millions de gallons d'essence. Voici le carburant pour les amener non seulement à la Meuse, mais jusqu'à Anvers. Voici le carburant pour gagner la bataille des Ardennes. Mais alors que les chars allemands de tête grondaient vers le dépôt,
Ils virent des soldats américains se déplacer parmi les vastes piles de jerrycans. Ils ne préparaient pas une défense. Ils n'essayaient pas d'évacuer le carburant. Ils le détruisaient. Le capitaine John Brewster du 291e bataillon du génie de combat avait reçu ces ordres. Refuser le carburant à l'ennemi à tout prix. Ces hommes travaillaient frénétiquement, versant de l'essence pour créer des traînées entre les piles et distribuant des grenades au phosphore blanc. Alors que les chars de Piper atteignaient le sommet de la colline surplombant le dépôt, le capitaine Brewster donna l'ordre. Un sergent retira la goupille d'une grenade et la lança. Le monde éclata en flammes. Un mur de flammes jaillit à des centaines de pieds dans les airs et en quelques minutes, tout le dépôt de 15 acres était un enfer déchaîné. Un pilier de fumée noire s'éleva à des milliers de pieds dans le ciel hivernal, visible à 100 miles. Le feu brûlerait pendant 3 jours, consommant assez de carburant pour avoir alimenté toute l'offensive allemande jusqu'à Anvers et retour. Piper se tenait sur la tourelle de son char de commandement, regardant l'incendie dans un silence stupéfait. L'un de ses hommes se rappela plus tard ces mots. Il se détourna du feu et dit doucement « Ils peuvent se permettre de brûler 2 millions de gallons juste pour nous les refuser. Que faisons-nous ici ?» Cette question résonna à travers les Ardennes. Tout le long du front, les ingénieurs américains faisaient de la même chose. À Spa, ils brûlèrent 2 500 000 gallons. À Francorchamps, un autre million. Dans la première semaine de la bataille, les forces américaines détruisirent, délibérément, plus de 8 millions de gallons de leur propre carburant pour empêcher sa capture. Pour le haut commandement allemand, c'était un acte de folie incompréhensible. 8 millions de gallons représentaient plus de carburant qu'ils n'en avaient alloué pour toute l'offensive. C'était une quantité d'énergie qui aurait pu changer l'équilibre stratégique de la guerre. Pour les Américains, c'était une décision tactique judicieuse, une ressource qui était vaste et, de manière cruciale, remplaçable. Tandis que les hommes de Piper siphonnaient, maintenant désespérément les dernières gouttes de carburant des véhicules détruits, les avions de transport américains C-47 effectuèrent des centaines de sorties vers la ville assiégée de Bastogne, larguant des fournitures par avion, dont 160 000 gallons d'essence. Les Américains transportaient par avion plus de carburant vers une seule garnison, encerclée en un jour que toute la division blindée d'élite de Piper ne possédait au total. La prise de conscience se propagea comme un virus depuis les lignes de front jusqu'au sommet. Le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e armée Panzer, écrivit après la guerre « Quand j'ai appris que les Américains avaient détruit 8 millions de gallons de carburant, j'ai su que l'offensive avait échoué avant même d'avoir vraiment commencé. La bataille physique faisait toujours rage, mais la guerre psychologique, la guerre de la capacité industrielle, était terminée. Les chiffres racontent une histoire qu'aucun héroïsme sur le champ de bataille ne pourrait jamais surmonter. Tandis que la machine de guerre allemande mourait de soif, l'Amérique se noyait dans le pétrole. Le contraste était présent dans chaque équipement. Un char Tigre allemand brûlait 2,5 gallons par mile au combat. Un Sherman américain moins d'1. Les camions américains étaient standardisés avec des pièces interchangeables, faisant de l'entretien un processus simple et rationalisé. L'armée allemande était un musée chaotique d'équipements capturés, des chars français qui nécessitaient différents lubrifiants, des camions soviétiques qui nécessitaient différentes pièces de rechange. Chacun était un cauchemar logistique qui multipliait les difficultés. Le 20 décembre, Piper reçut un message radio qui scella son destin. Convoi de carburant détruit par l'aviation alliée. Aucun réapprovisionnement possible. Il était piégé. Il rassembla ses officiers. L'un d'eux énonça la sombre réalité. « Nous avons du carburant pour peut-être 20 km. La Meuse est à 30 km. C'est ici, encerclé et condamné, que Piper prononça les mots qui capturaient l'essence de la défaite de l'Allemagne. « Messieurs, dit-il, nous avons découvert que nous combattons un ennemi qui brûle plus de carburant pour nous le refuser que nous n'en avons reçu pour toute cette opération. Ce que nous avons capturé à Hounsfeld, qui semblait un miracle, n'était rien pour eux. Nous ne pouvons pas gagner. » 3 jours plus tard, dans la nuit du 23 décembre, le temps se dégagea enfin. Les forces aériennes alliées, qui avaient été clouées au sol par le brouillard, prirent leur envol. Plus de 2000 sorties furent effectuées ce jour-là. Un chasseur-bombardier, P-47, Thunderbolt consommait 300 gallons de carburant par heure. Un bombardier moyen B-26, Marauder, brûlait 200 gallons. Une seule journée d'opérations aériennes alliées consommait plus de carburant d'aviation que la Luftwaffe n'en avait reçu pour tout le mois. Sous cet assaut aérien,
la position de Piper devint complètement intenable. Cette nuit-là, il donna son ordre final. Ils devaient abandonner leur véhicule. Ces hommes, l'élite de la Waffen-SS, détruisirent leurs propres machines inestimables. Ils placèrent des charges explosives à l'intérieur de leurs 39 chars Tigre et Panthère restants, de leurs 70 semi-chenillés blindés et de plus de 100 autres véhicules. Ils vidèrent les dernières gouttes de carburant, non pour combattre, mais pour s'assurer que les démolitions étaient complètes. Puis, sous le couvert de l'obscurité, Joachim Piper et les 770 survivants de sa force originale de 5000 hommes s'éclipsèrent à pied, battant en retraite à travers la forêt enneigée comme des fantômes. Ils laissèrent derrière eux des millions de Reichsmark de valeur du meilleur matériel militaire allemand. Vaincus non par les armes ennemies, mais par une jauge de carburant vide, l'histoire du groupe de combat Piper et des 50 000 gallons de carburant capturés est plus qu'une simple histoire de guerre. Elle représente la conclusion mathématique brutale de la guerre industrielle. Ce fut le moment où le mythe romantique du guerrier allemand supérieur, l'idée que l'esprit combatif et le génie tactique pouvaient surmonter le désavantage matériel, mourut enfin. Peu importait qu'un soldat allemand en 1944 soit en moyenne un vétéran de combat plus expérimenté que son homologue américain. Peu importait que le char Tigre soit à bien des égards supérieur au Sherman. Rien de tout cela n'avait d'importance, parce que la guerre n'était plus décidée par les soldats ou les généraux, mais par les usines et les raffineries à des milliers de kilomètres. Elle était décidée par une équation impossible à gagner. En 1944, les Alliés avaient un avantage de production sur l'axe de plus de 2, contre 1 dans presque toutes les catégories d'équipement. Mais en pétrole, le sang vital de la guerre moderne, ce ratio était près de 50 contre 1. L'Allemagne combattait une superpuissance mondiale tout en possédant les capacités logistiques d'une petite nation en développement. Lorsque les équipes de récupération américaines ont finalement atteint le parc de véhicules abandonnés de Piper à la Glaise, elles ont trouvé des dizaines de chars parfaitement opérationnels. Le rapport officiel notait que pour remettre en marche les 39 chars, il faudrait environ 8000 gallons de carburant. La source de ce carburant était indiquée comme réserve locale, et le temps nécessaire était estimé à 4 heures. La quantité de carburant, qui était un trésor impossible à obtenir pour sauver une division pour les Allemands, était pour les Américains une tâche logistique triviale, qui pouvait être obtenue localement et accomplie en un après-midi. Telle était la découverte à Hansfeld. Non seulement les Américains avaient plus de carburant, mais ils opéraient sur un plan de réalité complètement différent. Une réalité où leur gaspillage était plus grand que l'ensemble des besoins de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'un des chars Tigre Royal abandonnés de Piper se trouve toujours dans un musée à la Glaise, exactement là où il est tombé en panne d'essence. C'est un monument d'acier silencieux à une vérité fondamentale du conflit moderne. Le courage ne fait pas le poids face à la logistique.